Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour le bilan du petit mois petite lecture et de toutes les autres lectures que j'ai faites dans cette deuxième quinzaine du mois de février. Il est donc actuellement 7h31. Et nous avons déjà une jolie pilasse ici à chroniquer, plus des livres que j'ai lus en emprunt, donc je n'ai plus, et des livres numériques, car je vais vous parler des deux livres que j'ai piochés au hasard dans ma book jar numérique, du coup, que j'ai lu et pas lu. Ensuite, on va parler de pas mal, quand même, de 3 romantaisies. Voilà, je me suis vraiment remise dedans ce mois-ci. Je me suis aussi remise à en acheter. Dans ma palle, je commence à en avoir une petite pile sympathique. D'autres vont arriver aussi au courant du mois de mars. Donc, on va commencer de suite avant que ça prenne encore des mesures monstres. Et donc, au mois de février, ça fait un total de 58 livres. Voilà. J'ai respecté quasi toute ma palle des petits mois petites lectures. Le seul souci, c'est que je pense que je ne le ferai plus. Tout simplement parce que au 18 février, je crois, au 17 février, j'ai eu une grosse panne de lecture. Enfin, pour moi, c'est gros, mais vraiment 2 jours sans lire, pour moi, c'est une panne de lecture, une grosse panne de lecture. Parce que du coup, pendant 2 jours, je me retrouve à pas savoir quoi faire, savoir quoi lire. Le soir, je me retrouve con. Dans mes pauses, je me retrouve con aussi. Donc pour moi, 2 jours, c'est beaucoup. Et en fait, c'est pendant ces 2 jours, j'ai essayé de lire, d'essayer de lire un livre, quoi. Et puis, j'essaye un livre, ça me plaît pas. Je l'essaye un autre, ça me plaît pas non plus. Le 3e non plus. Je dis, bon, bah alors là, faut arrêter, quoi. Et donc, j'en avais fait même une story sur Insta pour expliquer que, en fait, les petits mois petites lectures, c'est cool pour la palle, c'est sympa parce que c'est voilà, tu peux lire un livre par jour facile et puis voilà. Mais c'est vrai que je me suis mise dans cette panne, je pense, parce que j'arrivais à m'accrocher. Enfin, j'avais pas le temps de vraiment m'accrocher à quoi que ce soit, profondément. Et je passais trop vite les uns après les autres, en fait. Et du coup, je pense que je ne vais plus faire ce challenge qui, comparé aux autres, mais beaucoup moins qualitatif. Voilà. Certes, j'ai lu beaucoup de livres, mais je pense que c'est pas une bonne chose. Voilà. Je pense que c'est pas une bonne chose, en tout cas pour moi. Ou alors, il faudrait que j'en mette moins, mais c'est difficile d'en mettre moins quand on voit le challenge. Il faut lire tous les livres de moins de 200 livres. On a envie de lire tous les livres de moins de 200 livres qu'on a, donc en laisser de côté, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, l'année prochaine, je pense que je ne le ferai pas. En plus, au mois de février, il y a un challenge qui me tentait bien, mais que je ne pouvais pas faire parce que j'avais le petit mois petite lecture. Donc on verra bien l'année prochaine. Cela étant dit, mon petit mois petite lecture n'a pas été que un petit mois petite lecture parce que dans les livres que je vais vous présenter, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans normaux, dont 2 grosses pavasses de 500 pages. Donc, dans l'ordre chronologique, je suis sur Babelio, parce que j'ai pas encore mis mon carnet à jour, évidemment. Donc, je reprends au 13 février, parce que c'est là où on s'est arrêté dans le dernier update. Le 13 février, j'ai lu le tome 1 et 2 de Potions magiques et sortilèges. C'est très mignon. Cependant, je ne sais pas si j'achèterai les tomes 3 et 4, je sais pas. Parce que, voilà, c'est très enfantin, c'est très jeunesse. Je veux dire, c'est pas de la jeunesse... c'est pas de la jeunesse comme j'aime bien, 9-12. Là, on est plus sur du 7, même du bon fin CP peut-être, selon l'âge, mais on est plus sur du 8-10. Donc ça va être l'histoire, voilà, de 2 sœurs, Aubépine et Primrose, qui sont des apprenties sorcières, et nous avons, Aubépine qui est la petite sœur un petit peu turbulente, qui fait un petit peu n'importe quoi. Donc du coup, il y a aussi cette relation conflictuelle entre les 2 sœurs qui m'a un petit peu gavée, parce que Primrose est pas super cool avec sa petite sœur.
Et du coup, enfin oui, Primrose. Du coup, j'ai du mal à m'attacher à ces personnages. J'ai toujours du mal, moi, quand on montre des relations fraternelles comme ça, vraiment beaucoup dans la haine, dans l'indifférence et tout ça. Donc voilà, la relation ne m'a pas plu. Ensuite, au niveau des aventures, bah voilà, c'est des aventures magiques. C'est beaucoup de la part d'Aubépine que les aventures viennent, parce que c'est soit quelque chose d'irréfléchi qu'elle a fait, soit quelque chose qui a mal tourné, ou quelque chose qui partait d'une bonne intention mais qui n'a pas été fait dans les règles. Et du coup, Primrose va devoir la sauver. Et puis, dans le deuxième tome, c'est un petit peu les deux sœurs qui se mettent dans le jus. Mais voilà, c'est très sympa, je vais les garder parce que j'aime beaucoup. En plus, ce sont de très très beaux objets livres. Mais je pense que ce n'est pas écarté que si j'en viens à faire du tri d'ici cet été ou quoi, que si j'en viens à m'en séparer, de les donner à la bibliothèque, parce que je suis sûre par contre que ça, c'est surtout des jeunes filles que j'ai, elles liront ça vraiment avec beaucoup de gourmandise, voilà, parce que c'est vraiment des très très beaux livres, vraiment, ces couvertures, je les trouve vraiment magnifiques. Ils ont tout misé sur la couverture parce que je trouve que les tranches, c'est pas très joli. Le derrière, ça passe, mais vraiment, les couvertures sont vraiment sublimes. Voilà, donc c'est un tome 1 et 2, je sais pas s'il y aura d'autres tomes, peut-être, je sais pas, je ne sais pas, là, vous dire l'avenir de cette série pour moi. Mais on verra bien ce que j'en fais. Ensuite, autre petit livre, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Hop, c'est le deuxième tome de Loba Obscura. Le premier tome, je l'avais lu en service presse numérique. Du coup, quand j'ai vu que le tome 2 sortait, je me le suis acheté. Et donc, c'est une duo. Pour l'instant, c'est une duologie. Je sais pas s'il y aura une suite ou quoi. Mais celle-ci m'a un peu plus plu que Potion Magique et Sortilège. Parce que je la trouve un petit peu plus complexe. Parce qu'il y a différents mondes, il y a une histoire de méchante sœur qui veut réunir différents artefacts pour après régner sur le monde. Je l'ai trouvé un petit peu plus complexe, voilà, que Potion Magique et Sortilège en tout point, bien qu'il soit beaucoup plus court, qu'il y ait beaucoup moins de texte, parce que à l'intérieur vous avez beaucoup d'illustrations. Là, c'est le résumé du tome 1, du coup, c'est très sympa. Mais voilà, vous avez beaucoup d'illustrations, beaucoup moins de texte que Potion Magique et Sortilège. Mais du coup, je trouve que c'est pas plus mal, parce que le peu de texte qu'il y a en moins, on se concentre sur vraiment le plus important. Voilà, ça laisse peu de place aux fioritures, c'est de l'action pure et dure, ça bouge tout le temps, on se pose pas vraiment, et donc c'est très sympa. Là, on va visiter un peu les fonds marins. Et moi, je trouve vraiment que ce livre-là est une beauté éditoriale. J'en ai discuté avec ma collègue au boulot, parce qu'on se disait, mais un livre pareil, avec des illustrations en couleur à l'intérieur, à quasiment chaque page, ne coûte que 12,95 €. Et je me dis, mais... Et du coup, on s'est posé des questions sur comment fixer le prix d'un livre, alors qu'il y a une illustratrice derrière qui fait un boulot de dingue et en le vend que 12,95 € pour un tel travail. On se posait des questions, quoi. Enfin bon, ça a vraiment mené un débat, parce que même ma collègue qui est plus SSVP et Société Civilisation, qui ne connaît pas du coup trop l'édition jeunesse, je disais, mais mon Dieu, ouais, c'est vrai que un livre pour adultes qui fait le même nombre de pages sera toujours vendu plus cher que ce livre jeunesse, avec aucune illustration. Donc on s'est dit, mais pourquoi ? Enfin bon, ça c'est un débat avec qui en plus, bon, on a eu quelques réponses avec une Instagrammeuse avec qui je parle beaucoup, Bamblinou, qui est libraire jeunesse. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment des éditions magnifiques. C'est Fleurus qui fait ça. Et donc voilà, donc pour l'histoire un petit peu, on est à Sélénéville, et deux enfants d'une famille recomposée, donc du coup ils sont demi-frères, demi-sœurs, vont se rendre compte qu'à côté de chez eux, il y a un manoir un petit peu bizarre, et puis dans le tome 1, ils trouvent qu'il y a de la lumière qui s'allume. Ils vont partir un peu à l'enquête, et après ils vont se lancer dans une aventure avec le doudou Love-Garou. Ça c'est d'ailleurs le titre du premier tome. Et ils vont se rendre compte que c'est une peluche qui prend vie la nuit et qu'il vient d'un monde parallèle dont Loba Obscura est la gardienne des mondes. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Je sais pas si c'est la fin ou pas.
Je sais pas s'il y aura un tome 3, mais je trouve ça très bien parce que dans chacun des livres, il spécifie vraiment qu'il y a plein de monde et que potentiellement on pourrait tous les visiter. Donc là, on a visité le monde aquatique. Pourquoi pas visiter les autres mondes. Mais en tout cas, ça, c'est une série que je suivrai parce que c'est vraiment splendide pour les yeux. Ça, pour le coup, c'était vraiment un petit bonbon. Ensuite, j'ai lu pas mal de préquels dans ce petit mois, petite lecture. Et j'ai lu du coup L'Homme Dragon de Éric Sanvoisin, qui est le préquel de la saga des dragons. Très contente d'avoir lu ce préquel. J'ai bien aimé parce que là du coup c'est l'histoire du premier roi dragon. Donc du père du personnage qu'on suit dans le saga des dragons, je sais plus son prénom. Mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est toujours des petits préquels que j'aime beaucoup. C'est Ozu qui fait ça. D'autant plus que la saga des dragons, c'est dans le format première lecture. Donc c'est vraiment des tout petits livres de 62 pages. Là, on est sur un petit roman. C'est pour ça que c'est chez les éditions Ozu, du coup. Hop, nous avons 174 pages. Donc, c'est pour la tranche d'âge au-dessus de la saga des dragons, des premières lectures. Et j'ai bien aimé, voilà, c'est de la fantaisie avec des dragons, ça explique un petit peu plus le monde dans lequel on a suivi la saga des dragons. Voilà, c'était un très bon préquel, très court, flash express, comme on aime bien. Donc le roi dragon, c'est en fait un enfant dans la saga des dragons, qui va se découvrir le pouvoir de se transformer en dragon. Et l'humain qui a ce pouvoir-là est le roi des dragons. Et donc là, c'est l'histoire du premier roi des dragons, c'est l'histoire de le commencement de cette guerre qu'ont fait les humains aux dragons. Voilà, c'est un très bon préquel. Ensuite, dans la suite des lectures, nous avons Cactus chez Les Tatous. Ça, c'est une série aussi que je vais suivre parce que c'est une série, premier roman aussi, chez Sarbacane, dans leur collection Pocus. Premier roman, c'est la série du Petit Archipel. Donc, j'avais eu le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est Safran et le mystère de la grotte. Le secret de la grotte. Et je trouve que ce sont des éditions pareilles. Pour 8,90 €, vous avez une pépite éditoriale. Hop, les rabats, c'est la carte du coup du monde des archipels. Et c'est vraiment des pépites. À l'intérieur, vous avez des illustrations en je pense que c'est de l'aquarelle, je sais pas. Mais ça me paraît pas numérique. Vraiment magnifique. Et ça, à quasi aussi toutes les pages. Vous avez des petites illustrations comme ça qui sont vraiment très jolies. Et donc là, ça va être à chaque fois dans la série Petit Archipel, vous allez suivre des personnages différents. Comme le premier tome, c'était Safran, c'était pas un raton laveur, je sais plus quel type d'animaux c'était. Si, c'est un raton laveur. C'est un raton laveur. Non, c'est un blaireau. Je sais plus, blaireau ou raton laveur. Et donc du coup, chacun de ces personnages vont devoir mener des voyages, soit comme dans le premier tome, pour aller chercher un ingrédient spécial pour soigner quelqu'un, soit ici, Cactus, c'est plutôt une quête personnelle, où elle va chercher ses origines, parce qu'elle se retrouve dans un pays qui ne lui appartient pas, où tous les animaux hibernent, et elle ne peut pas hiberner parce que c'est un tatou, et les tatous n'hibernent pas, ils aiment beaucoup la chaleur. Et donc du coup, Cactus va partir à la recherche de ses origines, à la recherche de son pays d'origine, où elle peut vivre selon ses besoins physiques, de chaleur, de soleil, etc. Donc très bonne série de premier roman que j'ai fait acheter au boulot, et qui sort de ma foi vraiment très bien. Ensuite, il y a eu quelques abandons aussi dans le mois, comme Dragon Girls. Donc c'était le premier tome du cycle 3, je les ai déjà donnés d'ailleurs, parce que j'ai donné tous les Dragon Girls, il y a 16 tomes en VO, je me voyais pas continuer cette série parce que c'est quand même très répétitif, et voilà, je me doutais que ça allait être répétitif, mais je pensais que c'était un nouveau cycle, donc peut-être qu'il y allait avoir des nouveautés, mais vraiment le schéma narratif est exactement le même, rien n'a changé. Même pour découvrir une nouvelle aventure, j'avais pas envie. Dragon Girls, c'est une série où pour l'instant, donc on est au début du cycle 3, en VO, donc il y en a 16, donc ça fait beaucoup de cycles.
Et ce sont à chaque fois des jeunes filles qui découvrent que lorsqu'elles entendent un chant et qu'elles ont un objet magique entre leurs mains, souvent soit c'est des bracelets, soit c'est des plantes, soit c'est des... Enfin bon, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qui leur appartiennent. Eh bien, quand ces deux critères sont réunis, elles voyagent dans un monde parallèle où elles se transforment en dragon. Et elles vont devoir sauver la forêt magique. Voilà. C'est le topo, c'est le même topo pour tous les tomes. Cependant, ça marche très bien. Mais même chez les petits, je pense qu'à un moment donné, ça peut les gonfler. J'ai déjà eu le cas avec une petite où, du coup, je l'avais conseillé Dragon Girls. Elle avait beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, et puis après, elle a dit je vais pas lire le tome 3 parce que c'est pareil, et du coup, je m'ennuie. Voilà. C'est le risque avec ce genre de série. Hein. Donc, voilà, je l'ai lu. Mais après voilà, j'abandonne cette série et j'ai tout donné. Ensuite j'ai lu Délivre-moi de ce grimoire ensorcelé, Schumacher Jens. Donc celui-là je l'avais acheté dans une frénésie d'achat d'occasion sur Gilbert Joseph. C'est un livre dont tu es le héros, sauf que là tu dois libérer ce petit démon qui est enfermé dans un livre suite à une mauvaise manipulation dans son monde des enfers. Il se retrouve coincé dans ce livre, et ce livre-là se retrouve dans le monde des humains, et c'est un jeune garçon, donc toi ou une jeune fille, qui le trouve dans la bibliothèque. Et du coup, tu vas devoir faire en sorte de faire sortir le démon. Il va te dire de faire ci, de faire ça, tu dois le faire, tu dois pas le faire. C'était plutôt pas mal, même si je pense qu'au niveau de l'humour, c'est un peu lourd. Après, ça dépend à l'âge où on fait ça, c'est sûr. Mais par exemple, il va y avoir une page où vous allez devoir compter toutes les crottes qu'il y a sur les bas de page pour essayer de faire un sortilège. Là, c'est le démon, justement, que vous devrez aider à sortir. Il y a quelques trucs, je vois pas l'intérêt de ce clin d'œil. Par exemple, on va parler de Trump dedans, comme quoi c'est un démon... C'est un démon qui a pris possession de Trump et que c'est pour ça qu'il fait plein de bêtises. Voilà. J'ai bien aimé, je pense que ça peut plaire, mais je trouve que c'est un peu lourd, c'est beaucoup pipi caca. C'est pas vraiment des temps de tuer l'héros où il y a vraiment des énigmes ou quoi, il y en a quelques-unes, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup du pipi caca, quoi. Voilà. Donc, je sais pas encore si je le garde ou pas. Je vais le ranger dans ma bibliothèque, et puis si je dois le virer, je le virerai. Mais c'est vrai que graphiquement, par contre, c'est vraiment très très sympathique. Graphiquement, c'est très sympathique à l'œil. Voilà. Mais je sais pas, peut-être que je le garde pour mon fils, parce que c'est vrai que vous mettez ça dans les mains d'un enfant de 8-9 ans, peut-être que ça pourrait lui plaire, il pourrait rigoler, il pourrait passer un bon moment. Voilà. À voir. Ensuite, j'ai lu un autre préquel, La quête des licornes, toujours de Éric Sanvoisin. Donc ça, c'est le préquel du Maître des licornes. Et donc, en fait, dans le Maître des licornes, on suit Solveig qui va vouloir devenir le prochain Maître des licornes, comme son père. Sauf que tout ne va pas être facile. Et donc là, dans ce préquel, on découvre l'histoire du premier Maître des licornes, donc le père de Solveig qu'on voit dans le Maître des licornes. J'étais très contente de rencontrer Éric Sanvoisin, j'ai pu le faire dédicacer au Salon de Montreuil. Très sympa, très accrocheur, très sympathique, facile d'accès. Voilà, je veux dire, il n'est pas fermé à la discussion, tout ça. Très très sympa. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé me replonger dans cette histoire de Maître des licornes que j'ai beaucoup aimé. J'attends impatiemment la suite des aventures à la bibliothèque. Voilà, ils sont en commande, donc dès que je les aurai, j'aimerais beaucoup lire la suite du Maître des licornes. Voilà, c'est très très bien aussi comme série. Fantasy premier roman, c'est le même topo que pour la saga des licornes. Ce sont ces deux sagas de premier roman et de préquels. Donc voilà, niveau Éric Sanvoisin, je pense que ça fait partie de ces auteurs aussi dont j'ai le plus lu maintenant.
Voilà, si vous êtes amoureux des fantaisies, si vous voulez faire découvrir les créatures fantastiques à vos enfants, je pense que voilà, le Maître des licornes et la saga des dragons peut vraiment leur plaire. Et puis, si vous faites ça vraiment dans le temps, par exemple, s'il commence à 7 ans et que ça lui met peut-être 2 ans pour finir toute la série, eh ben, à 9 ans, il sera capable de lire le préquel voilà, de manière évolutive. Si vous entendez du bruit, je pense que ça va se casser la gueule à un moment donné ou à un autre. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Amelia Fang, donc Le bal barbare chez Casterman. Là, on est sur des romans aussi très illustrés, qui ressemblent beaucoup à Mortina. J'ai bien aimé aussi, j'étais vraiment pour m'acheter la suite, il y a 5 tomes. Pourquoi pas, mais pas de suite. Parce que voilà, c'est vraiment des romans, faut pas que je les lise à la suite parce que ça va me dégoûter. Mais je pense m'acheter le tome 2 et par exemple me le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge pour vraiment mettre de la distance entre le tome 1 et le tome 2. Et donc en fait, on va être dans un monde très halloweenesque avec toutes les créatures fantastiques qu'on peut s'imaginer. Et on va suivre Amelia Fang, qui est une vampirette. Et sa mère est la comtesse Frivoletta. Et il va y avoir un énorme bal, donc un énorme bal d'Halloween. Et en fait, Amelia Fang ne peut pas se voir le prince du royaume, sauf que celui-ci va être invité au bal. Et ils vont essayer de faire copain-copain, sauf que c'est un prince vraiment abject, c'est vraiment un caractère abject, presque jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on découvre un peu son passé chamboulé par la disparition de sa mère. Et en fait, c'est un monde qui déteste, qui exècre, qui vraiment est répulsé par tout ce qui touche au monde de la paillette, de la lumière, de la beauté, etc. Et des fées. Vraiment, les fées là-bas sont cruelles, sont des monstres. On leur raconte des enfants qu'il ne faut pas s'approcher des fées, que les fées, machin. Donc voilà, il va y avoir une histoire entre les fées, le prince, la mère, Amelia Fang et tout. Donc ça va partir un petit peu sous le thème d'une enquête. Mais voilà. Mais j'ai bien aimé, c'était très sympa. Mais ne pas lire tous les tomes d'affilée parce que ça risque de vous essouffler. Ensuite, un livre que j'ai emprunté, du coup, c'était Les sorcières de Brooklyn, le tome 3, Vacances magiques. Enfin, j'ai pu lire ce tome 3. Ça faisait des mois et des mois que j'essayais de me le procurer. Et en fait, il était dispo en bibliothèque, donc j'ai pu le lire. Donc, les vacances de Brooklyn, vous allez suivre dans les 2 premiers tomes. Enfin, dans le premier tome, l'apprentissage d'une jeune sorcière de 12 ans qui va se rendre chez ses 2 tantes totalement folle dingue, surtout l'une qui est vraiment très très drôle et très attachante. Et du coup, elle va apprendre à être magicienne, etc. Sauf que ça va être un peu dur parce que les conditions dans lesquelles elle va être intégrée à cette famille ne sont pas idéales. Dans le tome 2, on va toujours tourner autour de cet apprentissage de la magie, mais surtout autour de la jalousie entre amis. Donc de la jalousie amicale, parce que la meilleure amie de notre héroïne va beaucoup s'attacher à une autre personne. Et sauf que notre héroïne va souffrir de cette nouvelle rencontre et va se montrer vraiment pas très cool avec elle va être très jalouse, etc. Et donc du coup va s'en suivre ensuite une aventure magique dans laquelle elle va comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être jalouse, qu'il faut s'ouvrir aux d'autres personnes et tout, etc. Et dans ce tome 3, qui s'intitule Vacances magiques, ça va être, nos 3 personnages vont passer les vacances d'été dans différents camps. Et ici, dans ce tome-là, du coup, notre héroïne va être dans un camp très tourné sur la nature et peut-être va-t-elle débloquer le pouvoir de la main verte, le pouvoir lié à la nature. Et donc, du coup, voilà, il va y avoir une aventure autour de ce nouveau pouvoir qu'elle va découvrir. Donc c'est une saga qui est vraiment superbe. Ce sont des grosses BD qui font plus de 200 pages. Mais c'est tellement frais, c'est tellement léger. C'est tellement... graphiquement, c'est très simple aussi. Donc c'est vraiment libérateur de lire ce genre de BD. Et c'est pour ça que du coup, malgré le prix, parce que c'est quand même une BD à 20 €, je l'ai précommandé au mois d'avril. J'ai précommandé le tome 4 parce que j'aimerais au moins avoir un tome chez moi parce que c'est vraiment une série que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, niveau BD, j'ai lu la sortie du mois de février chez Le Lombard. Donc, Elves Bells et La malédiction du beau silence.
Une BD que j'ai bien aimée parce qu'elle va à l'encontre en ce moment de beaucoup de choses au niveau des tropes, comme on dit. Parce que là, du coup, c'est d'un royaume où on ne sait pas vraiment pourquoi les hommes sont privés de parole. Ils s'expriment qu'à travers de tablettes en bois où en fait leurs pensées, ce qu'ils veulent dire, s'écrivent directement sur leurs panneaux. Vous voyez, et les seuls qui ont la parole, du coup, ce sont les femmes qui sont au pouvoir. Et en fait, notre jeune Elsbeth, elle est amoureuse d'un jeune garçon. Et faut le dire, elle commence vraiment à en avoir marre de pas pouvoir communiquer avec son chéri, parce que voilà, elle se disait mais si on veut se marier, tu seras pas capable de me dire oui, tu seras pas capable de répondre aux questions et tout ça. Elle sera pas capable d'entendre sa voix. Et donc du coup, Elsbeth va se lancer à la recherche de l'origine de cette malédiction. Et apparemment, l'origine se cache beaucoup plus près d'elle qu'elle ne le pense, parce qu'elle est dans une sorte d'université. Donc on est sur des personnages beaucoup plus grands, c'est pas de la jeunesse, même si on pourrait le penser au vu de la couverture. C'est pas de la jeunesse, on est sur une universitaire, donc on est plus sur du 18-19 ans, qui est en train de passer sa maîtrise, et donc du coup qui donne elle-même des cours aux plus jeunes. Voilà, donc c'est une série ça que je vais bien suivre aussi. On est sur un prix qui est plutôt raisonnable, même si la BD est courte. On est sur du 82 pages, mais le format est petit, donc voilà. Mais bon, ça c'est une série que j'aime beaucoup parce que voilà, ça va à l'encontre du patriarcat, j'ai envie de dire. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Et puis les planches sont, ma foi, très jolies aussi, très agréables. Voilà, les personnages sont plutôt attachants. J'ai bien aimé Elsbeth, qui est assez vrai comme personnage. On lui donne pas des caractères de super-héroïne, quoi. C'est vraiment une personnage en quête de réponse, comme on pourrait tous l'être face à un problème. Donc voilà, très très bonne BD. Il est sorti en février, donc je ne pense pas qu'on aura la suite prochainement. Ensuite, j'ai lu aussi la nouveauté de chez Casterman, donc c'est le 6e tome de 109 rue des Soupirs. Une BD sur des fantômes qui hantent une maison avec un petit garçon qui est délaissé par ses parents. J'adore cette BD parce que nous avons vraiment des fantômes qui sont différents l'un de l'autre, mais alors total opposé. Nous avons là la jeune fille qui est Amédée, qui est très dans le pessimisme, qui est très dans la déconnade, parfois dans la violence, qui est très impulsive. Nous avons Angus qui est l'artiste maudit, voilà, le poète mal compris, voilà, qui est toujours dans le divagage, enfin dans le divagement, je sais pas comment on dit. Qui divague toujours, qui cherche toujours à dire des trucs philosophiques, mais ils sont toujours à côté de la plaque. Enfin voilà, c'est un personnage très à part. On a Eva qui est une ancienne chanteuse de cabaret, une ancienne diva qui se retrouve à être un peu la maman fantôme de Elliot. Et on a Walter qui est le shérif, vraiment... je dirais pas que c'est le boulet, mais c'est vraiment ce genre de personnage. Il est là, mais vous savez pas vraiment pourquoi il est là, parce qu'il fait quasiment jamais rien de bien intelligent. Il fait très rire, il est tout le temps là pour apporter de la bonne humeur, la joie, etc. Mais lui aussi, il est complètement à côté de la plaque, à côté de ses pompes. Et c'est vraiment très très drôle. C'est vraiment le personnage humoristique de cette BD. Et donc du coup, Elliot vit avec ses parents, monsieur et madame Bigelow, sauf qu'ils sont tout le temps très happés par le travail. Et donc là, on va vraiment être dans un sujet dur quand même. Dans les 5 derniers tomes, ça se sentait, ce manque de ses parents, etc. Mais c'était pas omniprésent dans l'histoire. Là, pour le coup, c'est vraiment est-ce que je reste mort parce que mes parents s'occupent pas de moi, ou est-ce que je reste avec, ou est-ce que je retourne là-bas, mais je sais pas si mes parents vont s'occuper de moi. Vous voyez, là, c'était vraiment le sujet primordial dedans, c'était de savoir s'il restait avec ses parents ou pas, parce qu'il préférait sa vie avec les fantômes. Donc voilà, et donc du coup, les fantômes vont essayer de lui faire comprendre certaines choses, le pour et le contre d'être un fantôme, etc. Donc voilà, c'était vraiment un sujet qui m'a beaucoup plu dans celui-là. On est vraiment dans quelque chose de plus sérieux concernant Elliot.
Parce que voilà, les autres tomes, on était plus à chaque fois dans une chasse en fantôme parce qu'on a Ulrika, qui est la chasseuse de fantômes et qui à chaque fois essayait d'emprisonner tous les fantômes de la maison. Donc c'était un peu plus léger, là on est un peu plus dans le cœur du problème de cette famille. Ensuite, j'ai lu du coup Histoire étrange. Alors ça c'est l'intégrale des 3 tomes, j'ai lu que les 2 tomes, je devais lire les 3. Sauf que les 2 tomes m'ont largement suffi. Le premier tome m'a beaucoup plu. Le deuxième était sympa, mais j'avais pas envie de lire le 3. Ça va être un jeune garçon qui va être un petit peu à l'écart de tous et il, par inadvertance, il va être il va être embarqué dans une histoire, dans le premier tome en tout cas, qui va parler des chevaliers des Templiers. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est un vrai roman historique parce que, en tout cas pour le 3e tome je sais pas, mais les 2 premiers tomes vont se passer dans des villes qui existent vraiment, dans des lieux qui existent vraiment, qui ont des vrais, les légendes qui sont contées dans ces tomes-là sont des vraies légendes. Donc Florian Denisson a vraiment fait un travail historique complet et c'était vraiment super intéressant. Mais ensuite, le côté historique va apparemment, parce que j'ai quand même commencé le tome 3 mais je l'ai pas terminé. Ensuite le côté historique va beaucoup me manquer dans le tome 3 parce qu'on va aller dans quelque chose de plus fantastique, de plus mystérieux, de plus mystique. Alors que voilà, dans le tome 1 et 2, j'ai beaucoup aimé être ancrée dans la réalité. J'avais beaucoup aimé découvrir des choses que je ne connaissais pas. Et vu que je m'étais habituée à ça dans le tome 1 et 2, dans le tome 3, vu que ça n'y était pas, ça m'a un petit peu déçue. Après, bon, j'ai pas lu tout le tome 3, donc je ne peux pas savoir si au final le côté historique arrive à la fin. Mais en tout cas, dès le début, ça n'y était pas. Et donc du coup, j'avais pas eu envie de continuer. Le tome 1 et 2 m'avaient largement suffi. Donc voilà, c'est normalement vous les voyez, hein, ils sont en train d'être réédités au format poche avec le jaspage et tout. C'est vraiment des tout petits livres de entre 89 pages et 240 pages au maximum. Donc voilà, c'est vraiment très sympa aussi. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes en tout cas parce que j'ai découvert des choses sur le Chevalier de Templier que je ne connaissais pas et sur une légende d'un abbé qui aurait trouvé un trésor mystérieux qui lui aurait permis de construire quasi tout un village. Et il se pourrait que le trésor qu'il ait trouvé soit le trésor des Chevaliers des Templiers. Voilà. C'est très sympa. D'autant que voilà, ces lieux existent vraiment et j'ai adoré être plongée dans une réalité fictive, on va dire. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Dragonland. J'ai beaucoup aimé, du coup, là, pour le coup, ce jeunesse, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, là, aujourd'hui, je vais m'acheter le tome 2 sur Recycle Livre parce que j'ai eu une carte cadeau. Et en fait, ça va être un jeune écuyer qui va faire pas mal d'années avec un dragonnier qui est très imbu de lui-même et qui, je pense, comme on l'a vu dans le livre, ment beaucoup sur ce qu'il a vraiment fait. Et en fait, il va se découvrir une destinée qui est de secourir les dragons qui sont esclaves dans le monde des humains. Il va découvrir le monde des dragons, le vrai monde des dragons, qui est en danger à cause d'un dragon des glaces. Et va s'ajouter à ça un personnage qui est à la recherche de sa mère, qui aussi avait ce pouvoir de parler aux dragons, et donc du coup qui s'était donné pour mission de sauver le monde des dragons. Et donc du coup dans ce tome 2, ça va être le final de cette histoire, donc j'ai vraiment super hâte de lire ce tome 2. Très contente en tout cas de l'avoir trouvé en bibliothèque, parce que c'était une superbe découverte, et du coup même si j'ai pas le tome 1 dans ma bibliothèque, c'est pas grave, j'aurai le tome 2, parce que j'ai vraiment super hâte de lire cette histoire. Joanne Elliott, j'avais déjà lu La Dernière Sorcière, ça m'avait plu, mais ça m'avait pas autant marqué que Dragonland. Mais c'est peut-être parce que aussi les dragons, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup, donc ça peut jouer. Mais en tout cas, la plume m'a beaucoup plus marqué dans Dragonland que dans La Dernière Sorcière. Hein. Et La Dernière Sorcière, non, je l'ai plus, je l'avais donné. Parce que je l'avais ici, hein, et je l'ai donné. Parce que voilà, ça m'avait pas tant marqué que ça. Mais alors Dragonland, oui, c'était vraiment une superbe histoire d'Heroic Fantasy.
Vraiment génial, je vous le conseille fortement. Ensuite, je me suis mise à lire justement dans ma panne, non ça c'était après, dans les livres que j'avais tirés au hasard dans ma palle numérique, j'avais tiré et Alix tome 1 et 3 pattes. 3 pattes, j'ai abandonné, ça ne m'a pas plu du tout, la plume ne m'a pas plu, donc j'ai abandonné, mais bon, moi, elle est sortie de ma palle. Quant à Alix, du coup, je l'ai lu, j'avais les 3 tomes dans ma palle numérique. Mais j'ai enlevé les tomes 2 et 3 de ma palle numérique parce que je ne les lirai pas. Alix, je l'ai lu, c'était pas mal, c'était sympa, ça peut plaire à beaucoup. Mais le truc, c'est que la résolution arrive trop rapidement. Je veux dire, on lit pendant une demi-heure et ça y est, on arrive parce que c'est un livre dont tu es le héros. Et en 30 minutes, on a résolu le livre. Et j'ai trouvé ça trop facile en fait. Vraiment trop facile. Et c'est peu engageant pour la suite parce que tu te dis, tu vas acheter 3 livres à 15 balles. Donc 3 livres à 15 balles pour au final avoir 30 minutes de lecture. Si vraiment tu le lis qu'une fois et que tu fais ton aventure une fois. Mais bon, moi je ne fais pas partie intégrante de ces personnes qui vont faire plusieurs fois l'aventure en choisissant d'autres chemins, etc. Voilà, non, après... Ça m'intéresse pas de relire. Donc voilà, très dommage que ça se finisse aussi vite pour des livres quand même assez conséquents. C'est dommage, très très dommage. Ensuite, du coup, pendant ma petite panne de lecture, j'ai réussi à lire un manga que j'avais envie de réessayer de lire des mangas, et sur ma tablette j'avais la série Deep Sea Aquarium Magbell. C'est une série que j'avais déjà lue au format physique mais il y a très très longtemps, donc il y a 10 ou peut-être 15 ans, enfin dès sa sortie quoi. On avait les 3 tomes à la bibliothèque ou au CDI, je sais plus où c'était, et j'avais beaucoup aimé parce que c'est un aquarium qui se situe dans les abysses. Et on va suivre des personnages, des soigneurs, le directeur, enfin bon voilà, ça va vraiment être une vie dans un aquarium, dans les coulisses de l'aquarium, sauf que ça va se passer dans les abysses. Et du coup j'avais très envie de relire cette série et du coup j'ai relu le tome 1. Et ça m'a toujours aussi plu, donc voilà, si de temps en temps comme ça j'ai des petits coups de panne, et je me lirai un tome de Deep Sea Aquarium de temps en temps quoi. Ensuite, ma panne de lecture s'est arrêtée grâce à un livre bien en particulier que beaucoup connaissent, sauf que j'ai mis du temps à l'avoir dans ma palle et à le lire parce qu'il faisait énormément de bruit, du bruit à ne plus en pouvoir quoi. D'autant plus que je pouvais l'avoir en service presse parce que c'était chez PKJ, j'aurais pu le demander, mais ça me faisait vraiment peur. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez Louane, j'ai envie de me mettre dans la romantaisie. Et puis en plus, tu t'es inscrit au Romantasy Challenge, donc voilà, tu l'achètes, c'est trop tard pour le demander en SP, je ne me voyais pas le demander un mois après quoi. Donc je l'ai acheté, Affronter la nuit de Marie Replin. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'environnement, j'ai beaucoup aimé l'aspect religion, j'ai beaucoup aimé les personnages, les dragons, et puis la fin du tome 1 donne vraiment super envie de lire le tome 2, parce que ça peut que être explosif. Seul petit truc un petit peu dérangeant, eh bien c'est que ça ressemble beaucoup pour moi à Divergente. Il y en a d'autres aussi qui disent que ça ressemble beaucoup à du Force Wing simplifié, sauf que moi Force Wing je l'ai pas lu, je l'ai abandonné, donc je peux pas faire le comparatif, mais par contre ça ressemble beaucoup à Divergente, avec vous savez la caste que Triss intègre des je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui font la guerre. Ça ressemblait beaucoup à ça parce que du coup les jeunes gens qui vont être touchés par la main de la déesse vont devoir ensuite être répartis selon 5 pouvoirs bien différents. Donc il y a le pouvoir de la guerre, le pouvoir de la guérison, les intelligents, les oracles et les pouvoirs du cœur qui sont l'empathie, tout ce que pourrait être l'altruiste par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était assez inspiré de Divergente, notamment la relation entre nos deux personnages principaux parce que ça rappelle énormément Triss et 4. Voilà, la jeune fille rebelle qui n'a pas vraiment sa place là au début, va tomber un petit peu sous le charme du maître d'armes comme 4. Voilà, donc c'est vraiment des petites similitudes comme ça qui sont quand même assez marquées, je trouve, dans l'histoire.
Mais c'est vrai que si vous n'avez pas lu Divergente, ou vous n'avez pas vu Divergente, ben, ça peut pas vous sauter aux yeux, comme moi, ça me saute pas aux yeux pour Fourth Wing. Mais malgré cette similitude, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai été super intriguée là-dedans, et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire des dragons, parce que, eh ben, on nous raconte toute une histoire sur les dragons, au même titre que les personnages, et puis au final, on se rend compte que cette histoire sur les dragons est totalement, ben, soit faussée, soit méconnue. Et donc, du coup, eh ben, c'est dans le tome 2 qu'on va apprendre ce qu'est la véritable histoire des dragons. Et donc ça, j'ai vraiment super hâte de savoir, en plus, la place que va occuper notre héroïne dans cette guerre avec les dragons. Ensuite, parce que j'ai fait aussi confiance aux avis, mais aussi parce que j'ai été très patiente. C'est une série qui me faisait de l'œil depuis extrêmement longtemps. Mais la taille des bouquins me faisait hyper peur. Le nombre d'avis positifs me faisait hyper peur. Et puis, je l'ai acheté, je sais plus quand, je crois que je l'ai acheté en décembre, en janvier. Je me suis dit, essaye, et tu verras. En plus, je l'ai pas payé très cher, donc essaye et tu verras. Twin Crowns and Cursed Crowns. Impossible de trouver en bibliothèque, nulle part, donc j'ai dû les acheter en occasion. Et donc du coup, dès que j'ai commencé le tome 1, en fait j'ai fini Affronter la nuit le week-end du 21 février, parce que je l'ai fini en arrivant au ski, donc le vendredi soir. Et puis, j'ai commencé celui-ci le samedi après-midi, quand on est rentré de la luge et que Léon a dormi. Je l'ai commencé samedi après-midi, après c'était impossible de le lâcher. Dimanche après-midi, on est rentré, et donc dans les 3 heures de route, j'avais lu la moitié. Et donc, il me restait l'autre moitié à lire lundi. Non, dimanche soir. Je l'ai fini dimanche soir. Donc, j'ai lu 250 pages dans la soirée. Parce que c'était génial. Oh là là, ce que c'était génial. Cette histoire entre deux jumelles qui ne se connaissent pas, qui sont dans 2 pays différents, qui ont grandi différemment, qui vont devoir switcher parce que l'une veut la vengeance pour les sorcières qui ont été mutilées, qui ont été abandonnées, qui ont été mises de côté, qui ont été persécutées. Et de l'autre, nous avons la princesse qui a toujours été habituée à régner, mais qui en même temps a vécu dans le mensonge familial, qui a été élevée pour être ensuite menée à l'abattoir plus tard. Enfin, j'ai trouvé ça fabuleux. D'autant plus, bon, après, il y a le truc un peu cliché, voilà, les 2 sœurs qui sont complètement opposées, mais qui se complètent. C'est déjà vu et revu. Peut-être que si on avait mis 2 personnages, par exemple, un petit peu pareils, mais juste avec une pensée différente, ça aurait été un petit peu plus complexe et intéressant à voir, plutôt que là on a la badass et la gentille, bien que des fois la gentille peut se montrer badass aussi et la badass peut se montrer un peu gentille aussi, mais bon, mis à part ça, j'ai adoré, j'ai vraiment accroché à l'une et l'autre. Il y a une histoire de romance avec l'une et l'autre, chacune va avoir sa petite histoire d'amour à des mesures différentes, avec des accomplissements différents, ils vont pas avoir la même fin chacune. Et dans ce tome 2 que j'ai acheté, j'étais au ski, donc je l'ai acheté samedi dans la soirée et je l'ai reçu mercredi. Je l'ai reçu mardi soir et je l'ai lu mercredi dernier dans la journée. Et pourtant, il est beaucoup plus gros. On est sur du 500 pages, donc c'est quelque chose de jamais vu pour moi. 504 pages. Et pareil, dès que j'ai commencé le tome 2, j'ai acheté le tome 3, que je devrais recevoir jeudi prochain. Normalement, donc là je vous filme, là on est le 1er mars, donc normalement jeudi prochain j'ai le tome 3, Burning Crowns, et donc là ce tome 2 est encore plus palpitant parce qu'on se retrouve à se dire mais qu'est-ce que tu fais Vren? Parce que du coup elle va se rendre dans un autre pays où le souverain n'est pas le meilleur des souverains, qui est très porté sur la guerre, sur la cruauté, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est comme si le personnage de Vren avait trouvé sa place, mais qu'on voulait pas se l'avouer, parce que c'était trop noir. Mais logique. Enfin bon, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose cette histoire. Et moi qui ne lis quasi pas de romantasy, qui a en général du mal, pour moi cette série est complètement révélatrice. Et je la mets dans mon top 3 de romantasy, qui est The Prison Healer, les artefacts d'Uranos et la Twin Crowns qui prend la 3e place haut la main, même au-delà de Affronter la nuit. Vraiment, c'est une série
immensime coup de cœur qui fera déjà partie de mon top 2025, c'est sûr, je vais le mettre directement là sur Babelio. Vraiment génial. Si vous aimez la romantasy et que vous l'avez pas lu, vraiment foncez parce que là, il n'y a pas d'histoire de créatures magiques, il y a une histoire de malédiction, mais ça vraiment sa place que dans le deuxième tome et encore plus vraiment. C'est quand même encore en sourdine. Peut-être que ça prendra plus sa place dans le tome 3, mais je peux pas vous le dire, je l'ai pas lu. Mais c'est vraiment dans des intrigues politiques, dans des stratégies militaires, dans de la pensée, voilà. C'est vraiment très très réfléchi et j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, du coup, on arrive sur la fin, parce que du coup, ça m'a laissé vraiment pantoise ce deuxième tome. Et donc du coup, pour essayer voilà, de me relancer dedans, j'ai lu pas mal de graphiques. J'ai lu du coup 2 mangas, celui qui hantait les ténèbres et l'appel de Cthulhu, donc de H.P. Lovecraft, mais on va dire remise au format manga par Tanabgu. Et en fait, j'ai lu ces 2 mangas parce que j'ai fait une formation sur la littérature de l'imaginaire et forcément, il y a eu une partie qui parlait de la littérature horrifique et donc du coup, Lovecraft, voilà, en est un petit peu le papa où vraiment c'est démarqué par tout ce monde qu'il a créé, ces créatures qu'il a créées. Et j'avais jamais lu de roman de Lovecraft, ça me parle pas tellement, mais par contre, voilà, j'ai quand même voulu découvrir son œuvre. Et voilà, j'ai lu ces deux mangas-là qui reprennent 2 de ses plus grandes histoires, dont l'appel de Cthulhu. Et j'étais très dérangée. Vraiment, pendant ma lecture, les planches étaient magnifiques. Je vais vous mettre quelques exemples. C'était vraiment très très beau. Mais c'est vrai que l'univers de Lovecraft est vraiment super dérangeant. Parce que ça colle avec rien que ce qu'on connaît. Et on peut pas comparer avec des choses qu'on pourrait connaître ou quoi, donc le nouveau fait toujours peur, et du coup il a vraiment fait quelque chose de très à part, de très original et très complexe, parce qu'à la fois on sait tout et rien, c'est flou, on est très dans le mystère, c'est vraiment très bizarre comme ambiance, très dérangeant, mais vraiment très très bien fait. Donc très contente d'avoir découvert ces œuvres. Et je pense du coup que je vais, parce que Gu Tanab a édité en manga plusieurs de ses œuvres, peut-être pas l'intégralité mais plusieurs, et donc du coup on les a quasi toutes à la bibliothèque, donc là aussi ça sera des graphiques que j'aimerais beaucoup découvrir pour vraiment me faire une idée globale de tout ce qu'a pu créer Lovecraft. Ensuite, dans la même dans la même vibe des graphiques, j'ai lu L'île du crâne, tome 2, donc qui est l'adaptation BD de Anthony Horowitz, L'île du crâne. Donc là, c'est Maudit Graal. Normalement, il n'y aura pas de suite, parce qu'il n'y a que 2 tomes, et que là, on est arrivé il y aura que 2 tomes BD et 2 tomes romans. Très sympa, très bien adapté, les planches sont très jolies, mais, mis à part mettre en visu ce qu'il y a dans le roman, il n'y a rien d'original. Donc c'est pour ça que je les ai pas achetés, et j'ai bien fait de m'écouter, de ne pas les acheter. Mais c'est très bien fait, voilà, vous passez un bon moment, c'est très très bien fait. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Armel et Mirko. C'est une petite série qui est un petit peu plus dans le développement de soi. Pour les jeunes, c'est très sympa, on va apprendre la confiance en soi, on va apprendre que le foyer n'est pas juste une maison, le foyer c'est avec les personnes avec qui on se sent bien et avec qui on peut aller partout. On va apprendre que la solitude, ça peut s'apprécier, voilà, c'est vraiment sur le développement de soi, et je trouve que, en plus, c'est mené avec des personnages très mignons, une tortue, une mamie renarde, une luciole, donc Armel et Mirko, voilà, Armel c'est la tortue et Mirko c'est la luciole. Ça va tourner sur l'amitié, qu'il faut s'ouvrir aux autres pour découvrir de nouvelles choses, ça fait pas forcément peur, ou si ça fait peur, c'est pas forcément quelque chose de négatif, enfin voilà. C'est vraiment très sur le développement de soi, et donc ça c'est des BD, voilà, que je pourrais fortement conseiller à des jeunes qui se posent des questions sur la vie, mais qui n'ont pas envie de lire des documentaires, qui n'ont pas envie de lire des romans, et que voilà, ces BD là, ça peut être vraiment très très bien pour le développement de soi. Ensuite, j'ai lu, après Twin Crowns, le tome 2, j'ai lu Petit Dieu, tome 2. C'est une BD aussi. Là, j'ai bien aimé, mais je pense pas lire la suite.
parce que j'ai pas accroché au personnage, c'est difficile d'accrocher au personnage. Ça va être l'histoire en fait de petits personnages qui vont exister de par les histoires que va créer une humaine, sauf que cette humaine malheureusement perd la mémoire, donc il va y avoir cette perte de mémoire qui va être personnifiée par un dragon blanc qui va certainement représenter Alzheimer, et donc du coup ces petits personnages vont devoir trouver des moyens de ne pas se faire manger par ce dragon blanc. Et donc du coup lutter contre l'Alzheimer. Voilà. C'est très joli, métaphoriquement c'est très joli je trouve de personnifier la maladie de perte de mémoire de cette manière-là. Mais je trouve que l'histoire ne touche pas vraiment terre. On n'arrive pas à s'attacher au personnage. Parfois c'est assez fouillis la manière de philosopher. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il faut se lancer dedans et voir comment on réceptionne la chose et comment on la comprend. Pour moi, c'est un peu flou et bon, je continuerai pas forcément le tome 3. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans l'ombre de la Reine Louve, un roman fantasy jeunesse que j'ai acheté au salon de Montreuil. Sauf que ce ne l'a pas fait avec cette plume endormante, mais alors anesthésiante. C'était mou, mais vraiment, vraiment, c'est l'un des exemples parfaits des plumes que je déteste, très contemplatives, où on va avoir, déjà, il n'y a quasi pas de dialogue, c'est beaucoup de descriptions. On va passer, par exemple, des pages et des pages à commenter une paroi rocheuse, à commenter l'aspect d'une théière, à commenter la douceur du pelage du loup, à commenter le sentiment du palais de la Reine Louve. C'est très contemplatif, très descriptive. Et nous, avec l'histoire qu'on nous sert, avec l'intrigue principale qu'on nous sert, ça mériterait vraiment que ça soit épique. Et pourtant, on nous dit une fantaisie épique, mais pour moi, c'est pas du tout épique. Épique, c'est quelque chose où le personnage est confronté à de nombreux défis, qui doit se montrer vaillant, qui doit réfléchir, qui doit monter des stratégies et tout pour essayer d'arriver à la fin de cette épopée, quoi. Et pourtant, voilà, c'est très mou, c'est pas du tout entraînant. C'est très dommage. La plume est pour moi très molle. Voilà, là, par exemple, on va nous servir de la description sur le ciel. Sur le ciel, alors qu'on va arriver à un moment clé où elle arrive au lieu où elle doit aller depuis le début du roman. Et au lieu de rentrer dans l'action, de nous dire, bah voilà, il arrive dans ce lieu, il va se passer ci, ça, non, on va nous servir 3-4 pages de nous dire qu'elle n'avait jamais vu de ciel aussi changeant. Une légère bruine tomba, mais pas assez fort pour motiver le groupe à sortir les toiles cirées rangées dans les sacoches de leur selle. Des rayons de ciel percèrent alors les nuages comme des lames de lumière. Enfin bon, c'est bon, on a compris, il y a le ciel, enfin, on n'est pas obligé de faire ça pendant 2, 3, 4 pages, quoi. Allez, on avance, quoi. Et donc du coup, voilà, ça m'a manqué ce manque de mouvement. Et donc celui-là, malheureusement, je ne le garderai pas. Voilà, il ira demain en boîte à livres. Ensuite, autre petite déception, parce qu'il en faut bien, hein, dans un mois. J'ai lu Wonder Game de Jennifer Bell. La couverture, en vrai, je me suis fait, je pense, avoir par la couverture et le résumé, parce qu'il me faisait super envie. Bon, ça va que je l'ai acheté 1 €, je crois, sur Vinted, donc c'est pas une grande perte. Mais malheureusement, je l'ai lu hier. Ça ne m'a pas marqué, malgré le fait que j'ai dit en story que j'avais lu 100 pages et que ça me paraissait bien parce qu'on rentrait vivement dans le sujet et que voilà, ils étaient directement plongés dans le monde et qu'ils devaient se débrouiller là dans les minutes qui suivaient. Donc j'aimais beaucoup ça. Seulement après, ça a pris une tournure très technologique, très jeu vidéo, ce que je ne suis pas du tout. Et du coup, je n'ai pas été happée par cette vibe-là, par cette ambiance de jeu réalité virtuelle. Je commençais à me poser des questions, voyage dans le temps, mais du coup, ils sont en 2500, je sais pas combien. Est-ce qu'ils sont dans le jeu ou est-ce qu'ils sont dans la réalité? Est-ce que... Enfin, c'était un petit peu lunaire.
Cependant, ce qui était bien, c'est que dans ce livre-là, en fait, dans chacun des mondes du Wonder Game, il y a un héros, et en fait, ce héros, c'est une personnalité historique importante, comme Isaac Newton, par exemple, comme des guerrières japonaises très importantes, comme des femmes qui ont fait énormément de choses pour l'écologie, dont la première femme à avoir reçu un prix. Enfin, il y avait énormément de choses historiques qui sont dedans, mais en fait, on démarre très très vite pour ensuite freiner le tout, où on va devoir passer par des étapes et des étapes et des étapes et des étapes et des millions d'étapes, pour au final une fin assez bateau. Voilà. Donc, déception, voilà, aussi. Après, ça peut être vraiment un très très bon livre pour les enfants qui adorent les jeux vidéo et vous voudriez peut-être qu'au lieu de qu'ils regardent un jeu vidéo, qu'ils lisent un jeu vidéo et qu'ils fassent partie prenante d'un jeu vidéo. Mais je pense que ce livre-là aurait été encore mieux si c'était un livre dont tu es le héros. Parce que pour que vraiment cette expérience qu'on veut, réalité virtuelle, le plus grand jeu, le plus grand jeu en réalité virtuelle, grandeur nature, ça aurait été bien que ce soit un univers qu'on fait dont tu es le héros pour être vraiment en immersion totale et en accord avec ce jeu qui se veut en réalité virtuelle, quoi. Là, peut-être que j'aurais été plus impliquée et tout. Mais là, on suit trois personnages différents. Et ben voilà, avec ce ralentissement où au final pendant 50 pages, ils vont pas faire grand chose. Et ça va être des discussions bateau, ça va, oui, ça va, il faut qu'on mange, il faut que ci, il faut qu'on ça, mais rien de bien concret se passe. Donc voilà, c'était un petit peu dommage. C'était un petit peu dommage. C'était un univers qui aurait pu être mené autrement, mais bon, je ne suis pas auteur, je n'ai pas vraiment mon mot à dire, mais en tant que lectrice, je pense que je l'aurais apprécié s'il a été traité d'une manière différente. Ensuite, la dernière lecture, si je ne m'abuse, c'est bon, on a fini, c'est le tome 2 de l'agence Pendergast. Donc à la base, ce sont des romans, mais moi, j'ai décidé de la découvrir au format BD. Donc ça, ce sont les 5 romans. Et donc là, nous avons les 3 BD, donc... non. Ça, c'est une autre série. Mais voilà, ça, c'est les 5 romans. Et donc, du coup, là, c'est le tome 2, Le Monstre des égouts. Et donc, ça, c'est une série avec mon chéri qu'on va suivre tous les deux. On va aller jusqu'au bout des 5 tomes parce que c'est vraiment une BD qui est vraiment super géniale. On va suivre un petit garçon qui va se voir intégré à une société qui va gérer toutes les créatures fantastiques aux États-Unis, donc à New York. Donc, l'agence Pendergast. C'est très génial, enfin c'est très génial, c'est très très bien fait, on a des aventures très différentes, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, en tout cas je le vois pas pour l'instant entre les 2 tomes, il n'y a pas vraiment de fil conducteur où on va suivre une histoire, vous savez, sur 5 tomes et qu'il n'y a que des aventures ponctuelles qui vont changer dans les 5 tomes. Et là pour l'instant, voilà, ce sont 2 aventures différentes, mais que j'ai vraiment vraiment bien aimé, c'est très plaisant. Voilà, c'est de l'aventure, c'est un petit peu de l'Indiana Jones fantastique, on va dire, jeunesse. Donc voilà, c'était très bien pour clôturer mon mois de février, je l'ai lu hier soir. Donc c'était très très bien, parce qu'il est sorti le 27 février, donc il est sorti jeudi, voilà. Et moi on est allé le chercher hier, donc je l'ai lu hier soir. Donc voilà, au final, sur ces 55 lectures, pas beaucoup de déceptions, il y en a quelques-unes, mais bon, hein, même sur 55 ou sur 18 livres, on n'est pas à l'abri qu'il y ait 5 déceptions, parce que, voilà, on peut pas tout aimer. Mais voilà, je retiens quand même d'excellentes lectures, notamment Twin Crowns qui a tout balayé sur son chemin, mais on n'est pas à l'abri qu'au mois de mars, j'espère pas en tout cas que le tome 3 me décevra, parce que il ne peut pas me décevoir avec la manière dont s'est terminé ce tome 2. Donc voilà, j'ai encore fait une vidéo d'1 heure, écoutez, mais bon, peut-être qu'au mois de mars, ça sera un peu moins long parce que je vais lire moins, et tant mieux. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette update lecture du fin de mois vous aura plu. Dites-moi, vous, votre petit mois, petite lecture, comment ça s'est passé, si vous avez lu votre PAL, combien de livres vous avez lu, et puis si vous comptez le refaire ou pas l'année prochaine. Et puis j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur Affronter la nuit et Twin Crowns, comment vous les avez perçus, ou tout autre avis sur tous les autres livres que je vous ai présentés seront aussi bons à recevoir.
En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vais aller enfin prendre mon petit déjeuner. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, encore une fois. Et je vous fais plein de gros bisous.